épisode hors série. Hey, bonjour tout le monde, c'est déjà le temps d'un nouvel épisode hors-série. Je vous rappelle que les hors-séries sont des épisodes spéciaux qui font pas partie de la série normale des épisodes de Silence on roule. Épisodes qui seront seulement envoyés à nos abonnés. Donc si vous l'écoutez, c'est une bonne nouvelle, c'est que vous êtes abonné au podcast, que ce soit avec Spotify, iTunes, Google Play, peu importe le podcatcher avec lequel vous faites affaire. Donc vous êtes abonné au fil RSS et vous recevez automatiquement nos podcasts. C'est pour ça que vous avez cet épisode spécial-là hors série. Aujourd'hui, écoutez, c'est un épisode tout à fait particulier. J'ai participé à l'enregistrement du podcast Imperturbable. Les Imperturbables, c'est quoi? C'est deux jeunes papas qui ont un podcast qui traite autour de la famille, de la paternité, mais c'est vraiment fait de façon décontracte, irrévérencieux. Ça va dans tous les axes, si vous voulez, de la vie de famille. C'est pas mal intéressant. C'est un podcast que j'écoute depuis déjà un petit bout de temps et que je trouve vraiment fascinant. Et puis, au cours de leur discussion dans les derniers mois, il y a eu des discussions entre eux au sujet du fait que les voitures, c'est un aspect important quand on a des enfants parce que, on le sait très bien, il faut se déplacer, ça prend de l'espace, ça coûte cher, donc ça fait partie des éléments là, à considérer dans une vie de famille normale. Et puis, les Imperturbables, dans leur discussion, sont arrivés à des moments où ils ont traité de voiture, puis que c'était peut-être le moment de changer de voiture, puis je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bon moment d'entrer en contact avec Julien et Mathieu, qui sont les deux animateurs, pour leur dire, écoutez, avez-vous envisagé une voiture électrique? Voulez-vous qu'on en parle dans les Imperturbables? Parce que oui, la voiture électrique est une option qui est à envisager si on change de voiture, même avec une famille. Alors, l'invitation a été acceptée et puis on a décidé de faire l'enregistrement dans mes studios. Donc, Mathieu et Julien sont venus sur place ici, à Sainte-Julie, et puis on a fait l'enregistrement de leur podcast. Donc, ce que vous allez entendre, c'est le podcast Les Imperturbables, du moins la portion là, entrevue, le contenu là, des Imperturbables, tel quel, je le retouche pas. Et puis, ça va vous permettre de l'entendre, mais ça parle de voitures électriques de A à Z. Donc, on a là deux personnes qui connaissent un peu, mais pas tant que ça, les voitures électriques, qui ont des questions parce que ça devient pour eux une probabilité d'envisager l'achat d'un véhicule électrique comme nouveau véhicule pour leur famille. Donc, on écoute tout de suite, sans plus tarder, cet épisode spécial de Silence on roule, spécial Imperturbable. Hey, salut Julien, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ouais, ça va-tu mieux? Ça va mieux. J'ai encore ma voix de grenouille, là. Je sais pas que je fasse des pendant l'épisode. Je vais essayer de rester loin du micro, mais ça va. Okay. Hey, aujourd'hui, c'est vraiment le fun qu'on accueille notre invité parce que, juste petite introduction, on a souvent parlé de ma Fit 2007, que je suis donc fier de ma Fit 2007 puis que je veux garder ma Fit 2007. Je vais arrêter de le dire. Oui, t'avais investi dessus récemment, d'ailleurs. En me disant que ça allait me permettre de la garder plus longtemps. Mais là, elle a brisé. Mais elle a brisé de façon majeure. Je pensais que c'est la transmission. Fait que bref, ça nous a posé des questions cette semaine. Quand on va changer de voiture, on s'en va vers quoi? OK. Puis toi, comme tu veux rien laisser au hasard, tu as décidé d'inviter un gars pour parler de ça. Ouais, je me suis dit que peut-être ça allait me donner de l'information. Donc, on accueille ce soir Martin de Silence on roule. Bienvenue Martin. C'est cool que tu sois les gars. Oui, ça me fait plaisir d'être là. Donc, Martin, peut-être juste nous parler un petit peu de ton projet, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vit, puis comment tu vas pouvoir m'aider ce soir, parce que clairement, j'ai besoin d'aide. Ouais, t'as besoin d'aide. J'espère que je vais être capable de t'aider. De deux façons, avec ton auto puis ton rhume, s'il faut aller chercher du néocitran ou je sais pas quoi, des pastilles, on ira. Donc, Silence, on roule. Le projet comme tel, c'est un podcast qui est dédié aux voitures électriques, d'où le Silence, on roule. Donc, j'ai parti ce projet-là après quelques années d'implication au sein d'une association qui s'appelle l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, cool. C'est un regroupement de propriétaires. Là. C'est pas, on ne représente pas l'industrie, c'est plus les utilisateurs, là, monsieur, madame, tout le monde. C'est récent, hein, les autos électriques. Ça fait 8 ans à peu près que c'est commercialisé là, au Canada, qu'on peut en acheter de grands manufacturiers. Donc, l'information est rare, en français encore plus. Donc, beaucoup de besoins d'information pour la population. Puis, l'association a été démarrée
démarré là, au tout début. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est mis à grossir des membres, un site web, de la pub, puis tout le kit. Puis un membership qui grossit, des ententes avec des manufacturiers, des industries dans le secteur, donc qui nous donnent des avantages pour les membres, etc. Donc un genre de CAA là, spécialisé en voiture électrique. Puis, à un moment donné, le podcast devient très populaire, puis on sent qu'il y a un besoin. Je donnais des conférences, mais on se rendait compte que c'était pas assez. Donc, au-delà des conférences, des événements sur place qu'on faisait, les gens voulaient avoir plus d'informations. J'ai dit, tiens, on va partir un podcast. Parce que je trouvais ça le fun, parce que j'étais très impliqué, je mettais beaucoup de temps. Puis, je me disais, le podcast, je l'enregistre quand j'ai un trou. Parce que moi aussi, j'ai des enfants. Une famille, une vie, un job. Fait que si j'ai un trou de 9h30 à 10h15... Puis un vendredi soir, mettons, par hasard, on jase là. Oui, c'est ça. Puis que c'est là que je vais enregistrer, je le fais là, alors que si je donne une conférence, puis il faut que je sois, je sais pas moi, à Granby à 7h un mardi, je le fais là, mais des fois, c'est contraignant un peu. Ouais. Fait que j'ai parti le projet du podcast comme ça, puis un par 2 semaines. Ça a fait des petits... ça a grossi pas mal. Cool. L'auditoire grandit, les invités, de plus en plus d'invités, des invités de marque, le kit. Fait que c'est pas mal le fun. Puis là, ça fait en sorte que je me suis intéressé au podcast. En m'intéressant au podcast, je me suis intéressé à d'autres podcasts. J'en écoute plein, dont le vôtre. Merci, c'est cool. Puis t'es là pour nous aider ce soir parce que clairement... Julien, toi, t'es peut-être all set, là, mais moi, clairement, je suis ton public cible. Bon, dans un des derniers épisodes, on a sauté un plomb sur la marche pour l'environnement. Donc, des fois, on me caractérise un peu comme le bobo un peu environnementaliste du duo et tout, là. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que je suis un peu ton public cible. Si moi, je suis un père de famille qui veut s'intéresser, comprendre le domaine du véhicule électrique, savoir c'est quoi les produits qui sont disponibles sur le marché, savoir l'entretien, comment ça marche. Bref, les 1001 questions que je peux me poser. En fait, je m'abonne à Silence on roule, puis à chaque 2 semaines, me recevoir comme mon nouveau briefing. Là. Oui, parce que le show est monté avec toujours une section avec les nouvelles, donc l'actualité sur les voitures électriques, les nouveaux modèles qui sortent, les nouvelles tendances, etc. Il y a toujours un invité ou des invités parce qu'on va traiter d'un sujet en particulier. On a déjà traité d'ailleurs avoir un véhicule électrique quand on a une famille, comment ça se passe. On a déjà traité comment avoir un véhicule électrique quand on ne peut pas avoir de borne à la maison parce que on est en logement, par exemple, à Montréal, puis il faudrait que le fil passe sur le trottoir. On voit ça des fois là, dans Schlaga, là, des fils qui partent de l'appartement, qui passent dans un arbre taqué un peu croche, puis qui s'en va jusqu'au champ. Il y a de la créativité. Des fois, c'est plus pour le block heater là, durant l'hiver que pour le véhicule électrique, mais ouais. Je connais du monde qui ont dû déménager puis qui ont passé des fils là, de l'intérieur de leur condo par la porte patio, puis ils chargeaient l'auto dans le stationnement avec une longue rallonge en orange. Là. Tout se fait, ouais. Et moi, j'ai même connu une voiture, il fallait qu'à minuit, quand ça sonnait, il y a la foudre, puis là, tu pourrais voyager dans le temps. À 88 mètres. Mais ça, c'était plus compliqué. C'est électrique, ça, d'après moi, aussi. Ils ont essayé de la pousser avec un train aussi, mais c'est un autre affaire. Ça marchait moins. C'est une autre affaire. Je te propose, moi, je suis égoïste ce soir, j'ai besoin de toi. Là, on va se centrer sur toi. Oui, s'il vous plaît, centrez-vous sur moi. C'est ça. Je vais rassurer tout le monde, mon véhicule a été réparé finalement. Moi, je suis le gars zéro manuel, là, fait que ça a l'air que c'est un cardan qui était pété. Je sais pas ce que ça fait un cardan. Cardan, transmission, c'est la même affaire. Moi, quand ça a pété, ça avançait plus. Je me suis dit, il y a un problème de transmission. Je donnais ce gaz, je faisais oui, puis ça faisait rien. Bref, réparé. Par contre, ça nous a mis dans la posture à ma conjointe et moi on veut continuer à utiliser notre vieux véhicule parce qu'on se dit que bon, il consomme pas tant au kilomètre puis il n'y a rien comme côté environnemental, juste l'amener au bout. Mais on veut savoir qu'est-ce qu'on va acheter plus tard. Donc, je me dirige vers de l'usager, je me dirige vers quoi? Fait que la première question que j'aurais pour toi, c'est dans le domaine du véhicule électrique. Puis tu sais, on peut peut-être faire la distinction entre hybride puis électrique, là, mais dans le domaine de l'usager, ça existe-tu? Ça se trouve-tu? Dans l'hybride, oui, beaucoup. Parce qu'il y a quand même, ça fait quasiment 30 ans qu'il y a de l'hybride. Là, fait que de l'usager, il y en a même qui n'existent plus tellement c'est vieux. Okay. Dans l'hybride branchable et dans l'électrique. Parce que ce qui est considéré comme un véhicule électrique du point de vue de la loi, de la réglementation, je te dirais, et de toutes les subventions puis les trucs qui viennent avec, faut que le véhicule soit branchable. Vous avez remarqué que les plaques sont vertes sur les véhicules électriques ou bleues. Une hybride, une Prius hybride traditionnelle, c'est pas un véhicule branchable. La plaque, elle va être bleue. Elle sera pas verte. C'est pas un véhicule électrique. Et t'as pas les avantages et subventions qui viennent avec les véhicules Passer électriques. sur le pont de la 25 gratuitement. Ce genre de petits perks-là qui est intéressant quand même. Mais pourquoi? Parce que dans la manière de faire, le moteur ou la batterie se recharge avec le roulement?
Vu qu'elle n'est pas branchable? Oui, c'est vrai de dire que la batterie se recharge. Le moteur agit comme une génératrice qui va recharger les batteries. Mais c'est surtout que dans des hybrides comme ça, qui ne sont pas branchables, la batterie qu'il y a dedans, qui aide à faire fonctionner un moteur électrique qui va assister le moteur essence, la batterie est tellement petite, c'est tellement négligeable comme apport que ça passe pas le seuil de dire, bon, ben, il y a un effort environnemental qui est fait, puis on va subventionner si tu veux. Alors, dès que tu tombes dans l'hybride branchable, c'est-à-dire que tu mets une batterie un peu plus grosse, assez grosse que là, ça devient difficile de la recharger juste en roulant, donc il faut la brancher pour la remplir. Là, le véhicule est plus économique qu'une hybride traditionnelle. De toute façon, charger la batterie avec l'électricité que nous vend Hydro-Québec va coûter moins cher que de brûler du gaz pour recharger la batterie. On a la chance au Québec, l'électricité n'est pas très, l'électricité très n'est pas chère, puis ouais. le gaz est cher. L'écart, on est vraiment dans un scénario idéal. On a-tu une idée, mettons, de comparer un plein avec de l'essence versus un plein électrique? Oui. En fait, ce qu'on compare souvent, c'est la distance parcourue, parce qu'un plein de voitures électriques, c'est pas toujours la même distance, mais à distance égale, mettons, pour faire 100 km ou 1000 km, souvent, ce qu'on dit, c'est regardez votre kilométrage annuel, là, puisque ça vous coûte d'essence dans une année. Généralement, ça va vous coûter environ 7 fois moins cher rouler électrique. Quand même. Donc, tu prends ta facture d'essence de l'année, tu divises par 7, c'est ce que ça devrait te coûter. En moyenne, au Québec, ça coûte 300-325 $ par année d'électricité sur la maison parce que c'est essentiellement la maison que tu te recharges là, à 90%, 85-90%. Ça dépend des gens. Là. Il y en a qui sont beaucoup sur la route, ça va être plus à l'extérieur, mais le commun des mortels, c'est 85-90% à la maison. Ça va lui coûter 325$ de plus d'électricité par année. C'est l'équivalent d'une tank à eau chaude à peu près. OK. En termes d'électricité. OK. Quand même, puis c'est quand même significatif. Là. Fait que sur mon budget, là, rough, règle du pouce, ça serait 7 fois plus petit que ce que ça me coûte en essence. Exactement. Exactement. Okay. Et cet élément-là, puis là, je veux dire, si on avait, si tu avais amené tous tes chiffres, là, on aurait pu le calculer. Là. Mais je l'ai pas. Ces chiffres, Mathieu. je l'ai pas vite. Mais mettons que je suis un consommateur moyen. Je fais pas beaucoup de kilométrage, là, mais je fais 10-12 000 km par année. 10-12 000, déjà, c'est pas beaucoup. Hein? C'est pas beaucoup de kilomètres. Le business case de rentabilité d'un auto électrique, c'est basé sur 2 critères, je te dirais essentiellement. Le premier, c'est le kilomètre. Parce que plus tu roules, plus tu brûles du gaz, donc plus tu vas en économiser en switchant à l'électrique. Puis c'est le prix du gaz. À 1,40. En ce moment, là, ça tourne dans le coin. Là. On flirte 1,50 quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien, puis ça redescend à 1,20 à peu près quand ça va bien. Ben, c'est sûr que, mettons, à 1,10, là, comme ça a déjà été, ben, c'est plus long à thermiser une auto électrique qu'à 1,50. À 1,50, ça va pas mal plus vite. Fait que le montant de gaz que tu payes dans une année, c'est un critère important parce que c'est ce montant-là que tu vas remplacer par à peu près 325$ d'électricité. Puis la différence entre les deux, mettons, là, je regarde moi ce que ça me coûtait, c'était dans le bout de 3 000$ par année d'essence. 300 quelques piastres d'électricité, fait que c'est 2700 pièces de différence. C'est cette 2700 pièces de différence que je vais venir regarder puis que je vais tenir compte quand je vais regarder le prix de la voiture. Je vais dire, la voiture électrique me coûte un peu plus cher, mais je chauffe 2700 pièces. En plus d'une subvention. Exactement. Puis là, il y en a 2 subventions en plus. Il y en a une au provincial, il y en a une au fédéral. 8 000 du gouvernement provincial, 5 000 du gouvernement fédéral pour 13 000 $. Ça, c'est sur les neufs, par exemple. C'est que sur les neufs? Celle-là, c'est sur les neufs. Il y en a aussi sur l'usager, mais celle-là, c'est sur les neufs. Donc, mettons qu'un véhicule neuf qui coûterait, je dis n'importe quoi, là, on va dire 44 000, là, parce que la subvention fédérale à 45 000. Fait que là, ils ont, les manufacturiers essaient de vendre des autos qui coûtent 44 900. Là. Ils enlèvent l'allume-cigarette puis le tapis sur le pantalon pour le descendre juste en dessous. Ben, en fait, ce qui est sharp, c'est que le plus petit modèle de la gamme, donc souvent quand tu achètes une voiture, tu as le choix entre, mettons, la S, la SV, la SL ou la Premium. Là, bon. C'est souvent la distance qui change. Là, puis sur les voitures électriques, ça va surtout être... ça peut arriver, mais généralement, c'est plus des options. Siège en cuir. Il va y avoir plus de gadgets dans le véhicule, comme un véhicule à essence. Il faut que le plus petit de la gamme soit en bas de 45 000. Fait que, mettons que le plus petit est à 44 900. Toi, tu pourrais décider d'acheter celui avec les sièges en cuir à 48 000, puis il va être subventionnable pareil, parce que le petit modèle est en bas du 45 000. Je comprends. Fait que, pourquoi je dis le 45 000? Ben, si tu enlèves 13 000 sur 45 000... Rendu à 32. C'est ça. Fait que là, c'est sur ce montant-là, en réalité, toi, le gouvernement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire 45 000. Il va te charger les taxes sur le 45 000 parce qu'il n'est pas fou, il sait compter. Il veut calculer les taxes sur 45 et non pas sur 33. Après ça, il va appliquer le rabais. Puis ça, c'est le montant que tu vas financer ou payer cash si tu as bien de l'argent. C'est chanceux, hein? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il prévoit garder... Là, c'est un peu...
bon, il y a du mouvement la spéculation électoral, là-dessus, tout ça, mais est-ce qu'il prévoit garder les subventions comme ça? Ouais. Ben, écoute, c'est dur à dire. C'est sûr que je te dirais que Andrew Scheer un peu moins de sensibilité à l'électricité. Je comprends pas. Que d'autres. Donc, mettons. Plus proche des sables bitumineux dans son électorat. Ne serait-ce que géographiquement. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il ferait? Je suis pas de ceux qui pensent que le lendemain des élections, il va couper ça, mais s'il y a à revoir ses programmes, moi, je ne mettrais pas beaucoup d'argent sur le fait qu'ils vont conserver cette subvention-là. Les autres partis sont un peu plus sont beaucoup plus ouverts à ça. Je pense qu'ils se rendent compte de toute façon, c'est un peu de l'aveuglement volontaire parce que tout s'en va vers ça converge. Je veux dire, ça a l'air d'être un sujet sexy. S'acheter une voiture électrique. Il y en a beaucoup. As-tu vu le nombre de voitures électriques augmenter, mettons, dans les 2 dernières années? C'est fou. Là. Avant ça, on l'identifiait. Hey, regarde, c'est une... Oui, il y a une plaque verte, c'est spécial. Maintenant, tu fais un peu d'autoroute, t'en croises 15. Il y en a 50 000 ces routes. Il y a une couple de pays qui ont emboîté le pas et qui ont dit d'ici 2030, il me semble que c'est ça, il n'y a plus aucun véhicule à essence qui va être vendu sur notre territoire. Exactement. Ce qui est quand même puis, cool. Le secteur commence à bouger. Il y a certains pays où on enlève des stations-service et on les remplace par des stations de recharge. Au Canada, Petro-Canada commence à installer des bornes de recharge dans ces stations-service. Ils ne sont pas fous, là. Je veux dire, il faut vraiment être aveugle, solide, pour pas se rendre compte que tu es dans une business qui achève là, quand tu vends de l'essence. Je peux pas croire que... On peut essayer de le retarder, on peut dire on va en profiter pendant qu'il y en a. Mais une business qui achève, mais ici, si on le regarde un peu plus méta, ça sur l'ensemble... de la planète, du globe. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer de la même affaire. C'est-à-dire que ça sera peut-être pas à la même vitesse. On n'arrivera pas à la fin, la même date. Mais on va y arriver. Pas. Ici, ça va aller plus vite parce que, d'une part, on est plus sensible à ça, je pense. Puis d'autre part, on est plus avantagé au niveau des prix. Le gaz coûte déjà cher. Puis l'électricité pas cher, exactement. Mais en même temps, on est le 4e producteur de pétrole au monde, le Canada. Fait qu'on a un petit amour pour le pétrole. Oui, mais c'est assez localisé. Hein? On est des très, très gros producteurs d'électricité ici. Au Québec. Puis des très, très gros producteurs de pétrole. Faut pas Quand on regarde ça, là, ce n'est qu'un autre des grandes différences qui nous caractérisent. Je vais revenir sur quelque chose parce que je fais un peu un zoom back caméra. Là, mais je n'ai pas parlé encore de mon véhicule usagé. Moi, je le lâche pas, je le veux. Faut y venir. La petite jambe qui shake de même. Calme-toi, Mathieu. J'ai ma veine qui pop un peu. Mais non, mais c'est juste qu'on a parlé de la subvention pour les véhicules neufs, mais usagers, tu as dit qu'il y avait aussi des subventions. Ça ressemble à quoi? Là, tu m'intéresses. Là. Est-ce que tu n'iras pas dans le nœud, non? Parce que je suis cheap. Écoute, dans l'usager, il y a également des subventions. Il y a une subvention du gouvernement provincial qui est de 4 000 $ pour les véhicules usagers. Mais le véhicule doit répondre à certains critères. C'est-à-dire que, d'une part, ça doit être un véhicule qui n'a pas été subventionné ici au Québec. Donc, moi, je ne pourrais pas m'acheter une auto, avoir 8 000 du gouvernement provincial dessus. Il y a le 5 000 du fédéral aussi, là, mais du provincial, c'est 8 000. Puis te la revendre, puis on redonne un autre 4 000 sur le même véhicule. On est rendu à 12 000 sur le numéro de série, là, il est enregistré, whatever. La Prius branchable numéro C99. Virtuellement, là, sauf peut-être quelques centaines de voitures, elles ont toutes été subventionnées. Au Québec, la subvention est arrivée en 2012. 98% des autos ont été vendues. Non, c'est quoi? Il faut aller le chercher aux États ou en Ontario? Ça veut dire que c'est des voitures qui viennent soit de l'Ontario, soit des États-Unis, etc. Ce qui n'est pas nécessairement... impossible, mais non, mais il y en a. Non, il y en a. Il y a des revendeurs de voitures électriques usagées puis ils ont des cours pleines de véhicules. Le problème, c'est pas la disponibilité. Le problème, c'est que il faut savoir que dans les véhicules électriques, là, le nerf de la guerre, je pense que vous le savez, c'est la batterie. C'est-à-dire que le moteur, c'est pas vraiment un enjeu. Un moteur électrique, tout le monde sait que c'est efficace, c'est fiable, ça dure pour tout le temps. C'est comme ton téléphone. Là. Il arrive en fin de vie parce que la pile, elle dure plus la journée au complet. C'est ça. C'est pas le cas pour la voiture, mais c'est ton kilométrage qui réduit. La voiture, ce qui arrive, c'est que les batteries faites pour des voitures, ça fait quand même pas 50 ans qu'on en produit. Là, je parle pas d'une batterie pour démarrer une auto à essence. Je parle d'une batterie lithium-ion, par exemple, pour faire rouler une voiture sur 250 ou 350 km. C'est une technologie qui est relativement récente, à évolution ultra rapide. Puis, il y a quelques années seulement, 5-6 ans, on réussissait de peine et de misère à faire des batteries qui nous permettaient d'avoir 100-150 km d'autonomie.
C'était sur des petites voitures, parce que là, si on mettait ça sur des grosses voitures, on n'allait pas très loin. C'était trop loin. Et c'est des batteries qui n'étaient pas optimisées au point de vue de la chimie de la batterie, qui fait que la batterie avait des défauts qui étaient plus apparents qu'aujourd'hui. Le gros danger avec une batterie, c'est la chaleur. Quand tu surchauffes une batterie, elle va perdre de sa capacité. Donc, les premières batteries de première génération, qui étaient moins bien protégées contre la chaleur, surchauffaient puis perdaient de leur capacité. Donc, c'est comme si tu avais une tank à gaz qu'au fil du temps, elle rapetisse. Tu peux mettre de moins en moins de gaz dedans. Fait qu'aujourd'hui, quand tu fais un plein, au lieu de mettre 50 litres dedans, tu en mets 35 litres. Fait qu'elle va aussi bien qu'elle allait peut-être, mais elle se rend moins loin. Puis ces voitures-là qui viennent des États-Unis, s'ils arrivent de la Californie, évidemment, je peux vous donner l'exemple du Texas, mais il n'y en a pas beaucoup d'auto électriques là-bas, mais de la Californie, il y en a en masse. Il y en a plus beaucoup. Des F-150 au Texas. Oui, c'est ça. Ces voitures-là peuvent avoir eu chaud un peu, donc il faut être très prudent puis s'assurer que le vendeur, donc il faut aller dans un endroit là, reconnu. Certifié. Puis il va vous donner un rapport qu'on appelle le SOH, le State of Health, c'est l'état de santé de la batterie. Okay. Donc c'est un rapport qui va te donner en pourcentage généralement la capacité de sa batterie versus son autonomie originale. Fait que si tu étais supposé avoir sur cette voiture-là 200 km d'autonomie, puis tu as un état de santé à 90%, tu sais que tu es à 90% de 200 km, c'est pas si pire. 180, c'est pas pire. C'est ça. Mais il y a des voitures qui arrivent avec des états de santé de 70%, 68%. Peut-être que c'est assez pour tes besoins, puis c'est correct, puis l'auto, ça va être un deal parce que la batterie a perdu de sa capacité. Je pensais que c'était aussi le froid. Le froid, le chaud. Ouais, le froid l'abîmera pas. Le froid, ce que ça va faire, c'est que ma voiture actuelle, moi, qui fait à peu près 260 km l'été, quand il fait froid, elle descend 200 km, 190 km. Plus vite, là. Ça dit que juste sur l'autonomie, mais pas sur sa durée de vie. Non, exactement. S'il y a de quoi, c'est même bon. Je veux dire, les batteries vont durer plus longtemps au froid, mais moins longtemps à chaleur. Donc, dès qu'il se remet à faire chaud l'été, je reviens à mon 260 km d'autonomie, tu comprends? Mais lorsqu'elle a eu chaud longtemps, trop chaud longtemps, puis qu'elle s'est dégradée rapidement, même dans certains cas de voitures américaines de première génération, donc mal protégées, je dirais qu'elle s'est dégradée de façon anormale parce qu'elle a vraiment été maltraitée. Là, c'est avec ça que tu ne vas pas te ramasser comme auto usagé. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses, que tu vérifies. Tester via le State of Health. Exact. Donc, plus elle est récente dans le temps, là, on est en 2019. Si tu prends une 2011, ça commence à être vieux un peu. Si tu prends une 2013, 14, 15, puis que l'état de santé de la batterie est bonne, tu fais probablement un bon deal. Et là, si c'est une voiture qui vient de l'Ontario, mettons, qui date de 2015, puis que tu as le rabais de 4000, tu peux t'en sortir. Mais encore là, le manufacturier, puis c'est important de comprendre comment ça marche, la loi pour la subvention, elle dit que, premièrement, c'est pas monsieur tout le monde qui peut te vendre une auto. Là. Le rabais est applicable quand c'est un concessionnaire qui te revend une voiture usagée. Et le concessionnaire en question doit modifier le véhicule pour le rendre legit aux normes du Québec, donc les feux de jour, etc. Ce qui n'est pas le cas, ça vient des États-Unis. Donc, il y a des modifications physiques à faire sur le véhicule. Il doit également te fournir une garantie sur le véhicule. Donc, le manufacturier, lui, là, ce qu'il fait, c'est qu'il paye un voyage à un véhicule qui part, mettons, de la Californie ou de l'Oregon. Il paye une ride en troc. Il l'amène à Montréal. Il l'inspecte. Il le modifie. Il te donne une garantie. Fait qu'il va tout inclure ça dans le prix. Fait que ça coûte rough 4000 pièces. Fait qu'il te le charge 4000 pièces de plus. C'est pas moi qui le dis. Mais ça se pourrait que ça soit ça qui se passe. C'est-à-dire, généralement, il y a des bons deals à faire quand même, mais ce que j'essaie juste de dire, c'est que des fois, de l'acheter usagé de ton voisin, donc tu seras pas éligible aux 4000 pièces, qui te fait un bon prix. C'est mieux. Overall, tu peux arriver à quelque chose d'équivalent. Mais ton voisin, s'il y a un auto usagé qui va bien, moi, je te parie qu'il ne vendra pas parce que c'est le problème des autos électriques, c'est que, on les aime beaucoup, ils vont super bien, ils durent, puis on ne veut pas s'en débarrasser. Fait que ce qui va arriver, c'est que des fois, il y a un nouveau modèle qui sort, puis la personne dit « je veux switcher sur le nouveau, elle va revendre son auto », mais on les conserve parce qu'ils vont bien. Mais c'est ce qui me questionne aussi, à savoir ça s'adresse à qui le marché du hybride branchable, parce qu'il y a encore de la mécanique, il y a encore un moteur, donc j'imagine des changements d'huile, des ci, des ça. Tu as les avantages et tu as le désavantage des deux mondes. Tu as l'avantage dans le sens où tu n'es pas limité à l'autonomie de la batterie, tu peux rouler à essence pour aller plus loin, mais tu as le désavantage aussi, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des pleins, puis il faut que tu fasses des changements d'huile une fois de temps en temps. Fait que
moi, je te dirais, un bel exemple là, d'utilisation de véhicules comme ceux-là, c'est par exemple une Prius Prime, qui est une hybride branchable, ou encore la Chevrolet Volt, qui est une voiture électrique à prolongateur d'autonomie. En fait, c'est une technologie un peu différente. Là. Dans le cas de la Volt, c'est une voiture électrique, mais qui a une génératrice à essence dedans, qui te permet de recharger tes batteries puis de continuer à rouler électrique plus loin. OK. Mais dans les faits, vu de l'extérieur, c'est une hybride, là, dans le sens que ça reste un moteur et une pile. Oui, puis il y a deux moteurs. En fait, la génératrice, c'est un moteur. Quelqu'un qui fait 50 km par jour pour aller travailler, mais qui a un chalet dans le nord, puis qui fait 250-300 km rien que pour y aller à la fin de semaine, la même auto fait pour les deux. Ça, c'est un cas où... C'est vraiment cool. Mais de plus en plus, les manufacturiers arrêtent de faire ces voitures-là puis s'en vont vers l'électrique. Plus les voitures électriques ont de l'autonomie, maintenant, c'est quoi? C'est 300, 400 km une voiture électrique. Fait que, on n'aura bientôt plus vraiment d'avantage. Fait que Chevrolet a annoncé qu'il arrêtait de faire la Volt. Ils ont annoncé ça? C'est les dernières productions, ils n'en feront plus. C'est dur à trouver une Volt, là, même dans le temps. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y a eu des passes, il n'y en avait pas beaucoup. D'autres passes, il y en avait un peu plus. Mais chez Chevrolet, c'est pas trop pire. Il y a des manufacturiers qui sont plus qui limite un peu plus sa production que ça. Ouais. Fait que dans l'usager, si je reviens à ton besoin, je focus sur ton besoin, il y a certains manufacturiers, pas manufacturiers, mais garages d'usagers spécialisés en véhicules électriques usagés qui vont se faire un plaisir là, de montrer un différent modèle. Dans leur cas, à eux, ils vont avoir généralement des modèles pour lesquels la subvention s'applique. D'autres, peut-être, pour lesquels elle ne s'applique pas, mais... La même série, même truc, qui vont être à côté de l'autre. Ça pourrait. Ça dépend de... Puis là, quand tu vas pas chez un vendeur de coin de rue, mais vraiment là, une place reconnue avec des gros noms, là, ils vont te donner des états de santé de la batterie, tu vas avoir une garantie, ils vont te faire essayer le véhicule, ils vont regarder tes besoins, puis ils vont te suggérer le véhicule qui est le plus adapté là, à ton rythme de vie, je dirais. Par contre, puis là, je fais le parallèle avec vous autres qui avez des enfants, quand on s'achète un véhicule, là, tu pars d'une Fit. Fait que je pars du principe que t'es à l'aise avec un char pas trop gros. Dans le petit. C'est sûr que, tu sais, quand on jase, on prendrait peut-être un petit peu plus gros, mais dans le but d'économiser tant sur l'aspect environnemental, l'aspect consommation que l'aspect cash. Là. Généralement, les véhicules plus petits ont tendance à être un petit peu moins chers quand même. Là. On regarde pour la même affaire, mais tu sais, on regarde, mettons, la Bolt de Chevrolet, là, en termes de grosseur, de shape, là, on n'est pas loin de la Fit, là, ça se ressemble pas mal. Puis en termes de distance, là, c'est quoi? C'est du 200-300 km? C'est 383 km annoncé. Ça fait 450 facile l'été, une Bolt. Quand même, on a quelque chose d'intéressant. Mais là, tu sais, si on revient de la trouver dans l'usager, c'est rare. Mais là, elle est trop récente. C'est-à-dire que les modèles usagés subventionnables, là, c'est à partir de 2011, 2012, 2013, et ça monte pas jusqu'à l'année de production de la Bolt. Fait que tu n'as pas encore de Bolt subventionnable. Il y a la Leaf dans l'usager. Je pense que c'est 2015, ça se peut-tu, autour de ça? C'est vrai. Puis il n'y a pas le LED. C'est pas super sexy comme véhicule, mais c'est quand même c'est juste que je trouve qu'ils se vendent quand même relativement cher sur le marché de l'usager. Tu sais, quand tu peux avoir une neuve avec la subvention, en tout cas, j'ai de la misère à faire mon choix. En fait, c'est l'arme à double tranchant de la subvention. C'est-à-dire que pour nous, notre point de référence, c'est le prix d'une auto sur lequel on a enlevé 15 000, parce que dans les faits, pas 15 000, 13 000, parce que dans les faits, on a 13 000 de subvention si on s'achète une Leaf. Fait que si on veut acheter une voiture qui vient d'ailleurs que du Québec, donc qui n'est pas subventionnée, nous, on s'attend à ce qu'elle coûte 13 000 de moins plus une dévaluation. Mais le 13 000 de moins, c'est pas vrai ailleurs. Fait que là, quand tu compares avec un véhicule qui vient d'ailleurs, c'est comme si tu as... finalement, c'est peu différent, je vais en acheter une neuve et c'est beaucoup ce qui arrive. Parce que les gens disent, là, tu sais, pour 3 000 de différence, j'ai un char de 3-4 ans ou je peux avoir un char neuf. Regarde, tu regardes sur ta mensualité, ça ne change pas grand-chose, on va y aller avec le neuf. Fait que souvent, c'est ça qui arrive. Puis corrige-moi si j'ai tort, mais tu disais tout à l'heure que les propriétaires de véhicules électriques ont tendance à les garder longtemps. Tandis que, tu sais, le classique, sinon, c'est les gens louent une voiture, puis après 3 ans, la redonnent, puis là, le concessionnaire la vend. Moi, c'est ça que j'ai fait avec ma Fit dans le temps. J'ai pris un retour de location. Ça, dans le milieu du véhicule à essence, il y en a des pelletés. Là. Il y en a des tonnes et des tonnes. J'ai l'impression, puis c'est là, corrige-moi si j'ai tort, qu'au niveau du véhicule électrique, il n'y en a pas tant. Des véhicules d'un 2-3 ans, retour de location. En fait, c'est que pour avoir la subvention, parce qu'elle s'applique aussi sur la location, tu peux pas louer juste 2-3 ans. OK, c'est un 5 ans. Tu peux, mais tu n'auras pas la même subvention. Donc, les gens vont y aller plus longtemps, 4 ans, 5 ans, pour avoir la pleine subvention. Fait que quand il y a un retour, c'est une voiture qui a quand même quelques années.
Mais encore là, ça dépend des besoins. Puis il faut faire attention parce que, tu sais, quand vous dites, je regarde le prix, puis le prix, il est cher quand même. Il est cher, mais n'oubliez pas que, en fonction du kilométrage que vous faites, bien entendu, là, vous avez plus d'essence à payer. Là. C'est-à-dire que tu dois toujours te poser... Tu sais, dites-vous, parce que le prix d'un auto, on est habitué de regarder ça en temps par mois. Là. 400 par mois. 400 par mois, mettons. Bon, 400 par mois. Si ton auto est 400 par mois, mais que là, tu en as un usagé, peu importe, là, qui te coûte 500, mais que c'est 100 piastres par mois, tu es revenu au même prix. Ça t'a pas coûté plus cher. Fait que puis en termes d'entretien aussi, parce que c'est aussi les freins, il n'y a pas juste, on pense à l'essence et les changements d'huile, mais il y a d'autres choses. Je pense à les freins, il y en a. Oui, il y en a. En même temps, freine un véhicule électrique malade. Ils ont mis des freins là-dessus. Ils ont mis des freins. C'est cool la technologie. Non, mais en même temps, l'électrique, ça se conduit différemment. J'ai une adaptation à faire parce que quand tu tires, tu relèves le pied, ça freine. Là, oui, tu as raison. En fait, il y a des freins, mais je te dirais que les freins sont très peu sollicités sur une voiture électrique parce que tu sais, un moteur électrique, quand tu envoies de l'électricité dedans, il tourne. Puis si tu prends un moteur électrique puis tu le fais tourner, ça génère de l'électricité. C'est le principe de la dynamo. Donc, quand tu roules 100 km/h sur l'autoroute, mettons, puis tu ôtes ton pied sur l'accélérateur, l'auto a continué à rouler parce qu'elle a un air d'aller. Là, le moteur tourne, mais toi, tu n'envoies plus d'électricité dedans. C'est lui qui génère de l'électricité puis il retourne vers les batteries. Un auto électrique qui ralentit puis qui freine, ça génère l'électricité, ça régénère l'électricité puis ça retourne vers tu recharges tes batteries quand tu freines puis tu ralentis. Résultat, tu es plus économique en ville que sur l'autoroute, contrairement à une auto à essence, parce qu'en ville, tu es tout le temps en train de ralentir, donc tout le temps en train de recharger ta batterie. Puis quand tu fais ça, ça crée un effet électromagnétique, ça ralentit le véhicule, c'est comme un freinage magnétique. Donc, tu n'as pas de contact physique, donc tes freins, tu vas les utiliser uniquement pour immobiliser le véhicule plutôt que de le ralentir. Fait que s'il y a des modes dessus, comme ultra écono, mettons, où est-ce qu'il recharge plus, ben ça va ralentir plus ton véhicule. Donc, tes freins, oui, ils vont user, mais ils vont user peut-être 3-4 fois moins vite que sur une voiture à essence. Donc, si tu gardes 10 ans, c'est sûr, à un moment donné, tu vas te faire une job de break, là, mais tu vas la faire bien moins souvent. Mais après ça, bien évidemment, tu l'as dit, plus de changement d'huile, tout ce qui touche au muffleur, ça n'existe plus. Des gugus comme des timing belts, puis des gugus comme ça. Il y a beaucoup de pièces mécaniques, tranquillement pas vite, qu'on dégraisse. Il y a immensément moins de pièces dans une... Juste statistiquement parlant, ça brise moins parce qu'il y a moins de pièces. C'est sûr que tu peux avoir un moteur de vitre électrique qui ne marchera plus. Là, ça peut arriver mais des gros morceaux, là, un moteur électrique, on l'a dit tantôt, ça pète pas, là. Faut vraiment être malchanceux. Fait qu'il te reste quoi? Il reste la batterie. Fait que tu vas aller une fois par année faire un test de batterie. Ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de défectuosité avec ta batterie. Ça change-tu une batterie? Ça change. Tu veux pas trop que ça t'arrive, mais heureusement, ça arrive à peu près jamais. Ça a l'air de quoi, mettons, changer une batterie en termes de... Ça te donne le goût de changer de voiture, mettons, de véhicule. Ça dépend du prix du véhicule. Là. Ça va être moins cher que le véhicule, mais ça va être très cher. C'est à peu près le prix de ta subvention. Ouais, c'est ça. Ça donne un autre... Mais, je veux dire, il y en a à peu près pas. Là. Il y en a, à part, comme je vous disais, en 2010-2011, les modèles aux États-Unis. Fait que tu as le moteur, tu as la batterie. Ensuite, tu as un chargeur embarqué parce que ta prise là, à la maison, c'est pas ça le chargeur. Le chargeur, il est dans le véhicule. En fait, c'est juste une boîte de jonction qui te permet d'envoyer de l'électricité dans le chargeur qui est dans le véhicule. On se comprend. Ben, ce chargeur-là pourrait briser. C'est excessivement rare aussi. Après ça, il n'y a plus grand-chose. Là, il y a une couple de garagistes qui viennent capoter Saline. Ouais, ben ils se recyclent, les garagistes. Il y a des cours donnés à l'École des métiers automobiles de Montréal pour les garagistes sur l'entretien des véhicules électriques. Puis c'est d'autres. Je vous dirais que sur une voiture électrique, tu as moins de problèmes, beaucoup moins d'entretien à faire, mais quand il y a un problème, généralement, ça coûte un peu plus cher. C'est un peu plus tough, ça coûte un peu plus cher. Est-ce qu'au niveau aussi, tu sais, j'ai l'impression qu'au début, les modèles, ils étaient laids, mais c'était séduisant parce que c'était électrique. Là, ils essayent de faire un effort. Là, ça s'en vient beau. Là. Les Tesla sont belles. C'est un excellent commentaire. En fait, Puis au niveau de la corrosion, c'est une double question dans le fond, mais tu sais, les qualités de peinture, de matériaux, moi, j'ai encore le préjugé que c'est un peu cheap, mais c'est électrique. Fait qu'on va y aller. Mais qu'est-ce que ça a l'air? C'est probablement un peu de préjugé. Ben écoute, deux choses dans ta question. La première, tu parles, en fait, je vais les prendre dans l'ordre inverse. La première, tu parlais de la qualité de finition extérieure, intérieure. Écoute, c'est comme dans n'importe quelle autre voiture, tu en as des hauts de gamme, tu en as des moyennes de gamme, tu en as des basses gammes, mais il y a au moment où on se parle, je te dirais, modèle 2015 en montant, il n'y a aucun lien à faire entre cheap et électrique. C'est-à-dire que tu as des cheap
plus cheap électriques comme tu as des plus cheap à gaz et tu as des hautes qualités comme fait qu'il n'y a aucun lien. Porsche électrique, ça te tente. Une Porsche Taycan électrique, tu vas avoir une finition de Porsche. C'est sûr que quand tu achètes une BMW i3, ben tu t'assois dedans, ben tu sais c'est une finition de BMW, des sièges de BMW, c'est pas la même affaire qu'un bon. Ensuite, tu parlais de look. Ben, au début, c'était des chars de geek. Hein? Je veux dire, moi, quand j'ai acheté la mienne, j'ai commandé par Internet parce que tu pouvais même pas aller chez C'est laquelle, la tienne? Moi, j'ai une Nissan Leaf, je l'ai plus, là, mais j'avais une Nissan Leaf 2011 qui a été commandée en ligne. Tu pouvais même pas la commander chez le concessionnaire à l'époque. Puis il y a eu le tsunami au Japon. En tout cas, ça a été retardé. Puis ça a été livré chez un concessionnaire. Puis c'est la première qu'ils voyaient. Là. Moi, je l'ai commandé. J'ai envoyé des... Il fallait... Je donne un account, puis je l'avais jamais vu, je l'avais jamais essayé, je l'avais même jamais vu. Il fallait y croire un peu. Il y avait pas à ce moment-là quelqu'un qui avait lancé au Québec, il voulait faire un achat en lot. Il a acheté une batch de livres. Il y a eu plusieurs... plus tard, ça, il y a eu plusieurs... il y a eu des achats de livres, des achats de soul, il y a eu toutes sortes de trucs qui se sont faits là, d'achats en batch, mais là, au début, c'était difficile à avoir. Maintenant, les concessionnaires peuvent... En tout cas, plusieurs peuvent en avoir. Ils n'en ont pas beaucoup à la fois, mais ils peuvent en avoir. Là. C'est un problème de volume actuellement parce qu'il y a beaucoup de demandes. En fait, il y a plus de demandes qu'il y a d'autos. Plus de gens qui veulent en acheter. Il y a des listes d'attente à peu près partout au moment où on se parle. Fait que ça me ramène à si je me dirige vers remplacer la Fit par un véhicule électrique neuf, je suis mieux de commencer à penser me mettre sur une liste d'attente à quelque part, tu sais. C'est ça. Tu vois qu'il aime ça l'imprévu, Mathieu, il dit bien ça. Ça pourrait, en tout cas, sur du neuf, je te dirais assurément, il y a certaines marques plus faciles à obtenir. Des Leaf 40 kWh, c'est assez facile à obtenir. Des Chevrolet Bolt, c'est assez facile à obtenir. Mais si tu veux avoir une Volkswagen e-Golf, bonne chance. Avec la c'est 12 mois facile avant de l'obtenir. Évidemment, des fois, ça peut aller plus vite parce qu'il y a des gens qui sont sur une liste d'attente depuis une éternité, qui se sont achetés d'autres choses, puis là, quand ils se font rappeler, ils disent « Ah non, je la veux pas ». Fait que là, il y en a une qui vient de tomber disponible. Des fois, les vendeurs vont sur des groupes Facebook. « Hey, j'en ai une en stock, elle est noire, le premier arrivé, premier servi », puis généralement, tu comptes jusqu'à 3. Puis c'est fou ça, parce que c'est un domaine où le vendeur, justement, il y a pas de vente à faire. Il y a juste le produit existe et il se vend. Il n'y a pas besoin de... Tu l'annonces encore aujourd'hui. Il y a un vendeur sur une page là, qui est venu dire regarde, j'ai reçu tel modèle. Puis écoute, tout de suite après, tu as vu, là, ça a passé de 0 à peu près 12 commentaires en 2 minutes. Je le veux. Je t'appelle en privé, donne-moi ton numéro de téléphone. Puis c'était réglé. C'était fait, là. Parce que les gens, ils attendent. Il y a des gens qui donnent leur nom chez 3, 4, 5, 6 concessionnaires. Puis tout dépendant des concessionnaires, des fois, il faut donner des acomptes. Ils donnent des acomptes partout. Ils donnent un 1000$. Puis là, quand il y en a une qui est prête, là, ils viennent annuler leur réservation ailleurs. Ils récupèrent leurs 1000$ partout. Ils ont quand même immobilisé pendant 6 mois, 3, 4, 5 000$. Puis tu sais, c'est comme quand ils ont lancé la Tesla Model 3. Là, je pense dans la première journée ou je sais pas quoi, ils avaient ramassé... je me rappelle plus, 10 millions, 100 millions, c'était complètement débile. Il y avait 100 000 réservations. À 1000$. C'était plus que 1000$. C'était plus 1000$, je me rappelle plus comment c'était. Là. Mais ouais, c'est ça. Ça va vite, là. Mais c'est de la capitalisation assez vite faite. Hein? Ça aide à produire les premiers modèles. Ouais, ça sert à builder une usine. Mais tu sais, ta question originale, Julien, c'était au début, les modèles étaient plus ou moins esthétiques. En tout cas, étaient un petit peu plus rough. C'était plus geek. Plus c'est rendu grand public maintenant. Puis, tu vois, la Thérèse peut s'acheter une botte, puis elle fit tout à fait dedans. Les nouveaux modèles, tu fais plus la différence là, entre un modèle à essence et un modèle à gaz. Ça a vraiment évolué. Juste comme ça, est-ce que des fois, tu participes à certains essais routiers et tout ça? Souvent, oui. Laquelle vient te chercher? As-tu le droit de te prononcer? Laquelle faut que j'achète? Non, mais écoute, oui, je peux me prononcer. Là, je peux me prononcer en partant, je vais te dire que les voitures électriques, en général, sont toutes impressionnantes. Parce que des fois, c'est une petite... Tu sais, tu parles de la Fit, là. Va essayer une Chevrolet Spark. Chevrolet Spark, c'est pas mal la même chose. Pas mal la même affaire. Mais essaye une Chevrolet Spark électrique, tu t'en reviendras juste pas. C'est probablement l'une des voitures électriques qui a le plus de torque. Évidemment, je fais abstraction des voitures haut de gamme. Là, tu prends une Tesla P100D, c'est sûr que ça déménage plus qu'une Spark. Ça se peut aussi que ça fasse un peu plus la job. Tu vas au démarrage, il y a bien des Mustangs qui vont rester en arrière de toi. Là, ça peut être drôle quand même. Entorcher une Mustang sur un coin de rue dans ta Spark. Ouais, c'est ça. Salut! Avec tes 2 enfants en arrière.
Fait que c'est assez impressionnant, mais je te dirais que je surprendrai personne en disant que le confort et la puissance de conduite d'une Tesla, même la moins sportive du lot, reste une expérience qui est complètement dans une catégorie à part. Tu peux difficilement, sur à peu près tous les aspects, comparer les véhicules électriques et la Tesla. Ils sont tellement dans une classe à part. Ils ont réfléchi la voiture comme étant quelque chose qui devait être électrique de la première vis de l'ingénierie jusqu'à la dernière, alors que les autres, c'est des adaptations de lignes de production puis une ingénierie revue. Adaptée. Ça reste que c'est une voiture qui est technologique, qui est design, qui est aussi un peu de luxe. Même leur petit modèle, ça reste que c'est plus luxueux que la Chevrolet Spark dont on parlait tantôt. C'est vraiment, faut l'essayer une fois, là, une accélération d'une voiture Tesla qui a le mode qui appelle le Decrus, là, qui réussit à faire des accélérations. C'est 3.3 secondes. Ouais. Fait qu'on comprend-tu que tu as changé ta livre pour une Tesla? Non. Ah non, tu t'es retenu? Oui, je me suis retenu. C'est ça, une question de budget, des fois. Pour toutes sortes de raisons. Là. Puis je te dis pas que j'en aurai pas un jour, mais pour l'instant, non, j'en ai pas. C'est quoi le modèle que tu as actuellement? Une Nissan Leaf. OK, t'as la j'ai une 2018. Là. Okay. J'ai une 2018. Mais écoute, tu sais, si j'avais à rechanger aujourd'hui, pas sûr nécessairement que ce serait celle-là. Peut-être pas. Il y a des voitures qui m'impressionnent beaucoup puis qui sont pas nécessairement des modèles très, très chers. Une Hyundai Ioniq. Hyundai est belle. C'est probablement le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement, la Hyundai Ioniq. C'est hyper performant. C'est performant du point de vue utilisation, un peu comme on dit, tu sais, 100 litres, je fais 2,8 litres au 100, je fais 5 litres au 100. Ben, une voiture électrique, c'est le même principe, là. C'est le nombre de kilowatts nécessaires pour faire 100 km. Ben, elle est hyper efficace. Avec une batterie plus petite que bien des modèles de voitures, tu as autant, voire plus d'autonomie. Parce qu'elle est super efficace dans l'utilisation de son énergie. Elle se charge super vite sur les bornes rapides. C'est vraiment là, une super belle voiture, puis ça marche au bout. Puis c'est pas un modèle, tu dis Hyundai Ioniq, ça sonne pas... super sexy. Non, c'est une voiture qui se démarque vraiment. Dans le range de prix, ça a de l'air cool. C'est dans les mêmes prix que je te dirais une Nissan Leaf ou une... on est dans les... over 30, mais en bas de 40, mettons. Ça dépend des modèles. Je serais plus aux alentours de 40. 38 à 40 000 $, dépendant des options. Puis ça. T'enlèves après ça les subventions. Oui, tout à fait. Mais, OK. Puis là, je change ma fit là, demain matin avec les enfants et tout. En termes d'utilisation au quotidien, puis c'est sûr que ça dépend toujours qu'est-ce que tu fais. Fais-tu beaucoup de routes, etc. Là, mais tout à l'heure, on est rentré dans ton entrée. Tu as un véhicule électrique, un véhicule à gaz. Qu'est-ce qui détermine laquelle des deux tu vas utiliser? Pourquoi tu as besoin du véhicule à essence encore? Je te dirais, l'oubli le plus... l'oubli, on ne peut pas le savoir dans le fond quand on se lance là-dedans. La gaffe qu'on fait, c'est que c'est facile de dire, mettons, dans un couple, tu as 2 autos, puis tu dis, je vais en remplacer une par une auto électrique. C'est clair que tu sais que tu vas économiser avec l'auto électrique en gaz parce que tu n'en mettras plus de gaz dans l'auto électrique. Ce que tu négliges tout le temps, puis que tu constates presque à tous les coups, c'est que tu vas aussi économiser sur l'autre auto que tu n'as pas changé parce que tu n'apprends plus. Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, ce que ça a fait, puis c'est pas des blagues, là, l'autre voiture qui est une camionnette, parce que bon, on a 3 enfants puis tout ça, ben notre facture, à l'époque, c'était pas celle-là, là, parce que moi, ça fait 8 ans que j'ai une auto électrique, mais quand j'ai changé mon auto pour une auto électrique, l'autre auto qui était aussi une camionnette, mais pas celle-là, la facture d'essence a baissé de 40% l'année qui a suivi. Donc, on a dépensé 40% moins d'essence sur l'auto qu'on a gardée parce qu'on n'apprenait plus. Fait que le samedi, quand tu vas au restaurant, tu y vas avec le véhicule électrique. Pourquoi je brûlerais du gaz? Exact. Tu comprends? Et dans mon cas aussi, j'étais un peu chanceux. J'ai du monde dans ma famille, dans la famille de ma conjointe, qui ont acheté des voitures électriques presque en même temps que moi. Là, je dirais dans la même année, là, il s'est acheté 3 voitures. Fait que j'allais souper chez le beau-père, il y avait une borne. Partout où j'allais, il y avait une borne. Fait que même, fait que même si j'allais chez le beau-père qui reste plus loin, ça arrive nord, puis en temps normal, l'hiver, ça aurait été un peu tête d'aller chez lui puis de revenir. Ben là, c'était pas inquiétant parce que j'allais là, je me branchais, on soupait, on passait la soirée, je revenais, mon auto était full charge, je m'en revenais jusqu'à la maison puis ça finissait là. Fait que vraiment, ça a un impact. Puis c'est tellement agréable à conduire que moi, je vais te dire, la camionnette, là, il y a 2 raisons pour lesquelles je la prends.
c'est si je vais acheter de quoi qui rentre pas physiquement dans la livre. Tu t'en vas chez Ikea, t'achètes l'armoire hyper grosse à un moment donné. Mais ça arrive quoi, 3-4 fois par année, mettons? Puis ça n'a rien à voir avec le véhicule électrique. C'est non, juste que c'est un plus petit véhicule. Dans ma fête non plus, ça rentre pas. Exactement. Puis l'autre raison, c'est quand je vais aller en vacances vraiment très loin avec la famille. Donc, on est 4 ou 5 dans le véhicule, du stock de camping, des valises. Ben là, c'est parce encore là, c'est une question d'espace, mais aussi pendant les vacances, souvent, tu vas aller beaucoup plus loin aux États-Unis. Puis là, je veux pas avoir à composer avec le fait qu'aux États-Unis, il n'y a pas encore autant de bornes de recharge qu'ici, fait que c'est un peu plus tricky parce que ça peut t'obliger, dans certains cas, à prendre une route qui n'est pas la route la plus courte, mais qui est celle sur laquelle il y a des bornes pour te permettre... alors qu'ici, on n'a pas ce problème-là. La majorité de la population va faire combien de kilomètres en une run? Parce qu'à un moment donné, c'était l'espèce d'angoisse de je vais finir... mes 20 derniers kilomètres à pas de chauffage, pour économiser, pour être sûr de me rendre. La nuit pour sauver de la pile. Mais en même temps, c'est une autonomie. Mettons, les pires modèles donnent une autonomie d'autour de combien de kilomètres? Maintenant, sur les voitures neuves, t'es à 200 km. C'est 200 km dans une journée. C'est 2 heures. Le déplacement moyen, là, le average commute... distance là, pour un Canadien moyen en 2018, c'était 60 km. C'est-à-dire qu'en moyenne, on ne fait pas plus que 60 km par jour. Ça veut dire que tu vas travailler à 20 ou 30 km de la maison. Tu reviens, ou mettons à 20, tu reviens, ça fait 40, mais tu fais des commissions après ça dans la soirée. C'est 60 par jour. Bien sûr, il va y avoir une sortie une fin de semaine, tu vas aller plus loin, mais je veux dire, le day-to-day, là, c'est 60 km. Fait à deux voitures... 90% du temps, ça correspond à tes besoins. Moi, j'ai une voiture, ma conjointe a une voiture, on n'a pas le choix, on travaille dans des directions opposées. Là. Mais c'est sûr qu'il y en a un des deux qui fait moins que 60 km par jour. Tu sais, les autos, maintenant, mettons, on va dire 200 km d'autonomie. Il faut que tu travailles loin de la maison en maudit pour dire, je peux pas avoir une voiture électrique. Puis si toi, tu peux pas, fort probable que ton conjoint, ta conjointe, elle, ça marcherait. Tu sais. Fait il y a au moins une des deux autos qui peut switcher, puis ça marche. Puis moi, quand je l'ai fait, je disais à ma blonde, s'il y a des journées qu'il faut que j'aille trop loin, je te laisserai l'auto électrique. Puis je pense, tu travailles à 10 minutes de la maison. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on n'a à peu près jamais eu besoin de le faire, mais c'était sécurisant de savoir que j'avais un plan B, mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais des bretelles puis une ceinture. T'sais. Moi, j'étais un peu triste parce que toi, c'est une possibilité que tu là, plus je passe du temps à jaser avec Martin, plus j'ai juste le goût de m'acheter une Tesla. La Tesla, je veux dire, c'est tout le temps une question de priorité, le budget. Là, tu mets le budget où tu veux. Achète-toi une Tesla. J'ai pas le goût de concentrer. C'est quoi une coupe de 1000 de plus? Mettons un 20 000 de plus, là, facile. Mais tu vas pouvoir me la prêter. Je vais te donner 2000. Mais tu sais, la Hyundai, la Bolt, plus j'écoute Martin, plus j'ai le goût de sortir d'ici et aller me mettre sur une liste d'attente chez un concessionnaire. Écoute, moi, ce que je te conseille puis que je conseille à ceux qui commencent à être intéressés, c'est aller en essayer. Il y a différentes façons d'en essayer, puis je vais faire mon baratin. Là. À l'Association des véhicules électriques du Québec, il y a 2 façons qu'on peut vous permettre d'en essayer, puis c'est gratuit. La première, c'est qu'on fait des événements un peu tout partout. Vous pouvez venir, il y a plein de bénévoles, il y a souvent 20, 30, 40 bénévoles là. Tous les modèles d'auto électriques ou à peu près qui existent sont là. Puis tu dis, hey, j'aimerais ça essayer celle-là, puis tu vas les essayer. Un petit road test puis il te fait conduire son auto. Lui, il n'en vend pas. Il n'essayera pas de te bullshiter sur ce que ça fait pas. C'est son auto. La vraie information. Okay, la vraie information. C'est des bénévoles. Exemple, toi, tu pars avec ta Leaf, puis ce samedi-là, t'es à Sainte-Perpétue, whatever, puis là, tu fais essayer ta Leaf. Puis il y a un gars comme moi qui lui a une Ioniq. Il y en a un autre qui a une Bolt. C'est donc bien cool, puis là, t'essaies, puis tu poses des questions, puis tu te fais une idée, puis nous autres, on n'essaie pas de t'en vendre, on n'en vend pas. C'est une gang de tripeurs, là, qui veut juste partager la bonne nouvelle. Comment on fait pour voir les événements? Sur notre site web, aveq.ca, on a un calendrier, puis tous nos événements sont là. L'autre façon, qui est encore plus ça fait triper le monde, là. On a un programme qui s'appelle le programme de jumelage. Tu peux taper jumelage.ca ou encore sur le site de l'AVEC, il y a un lien pour jumelage. Ça, ce que ça fait, c'est un peu comme un Tinder pour essayer des chars électriques. Tu dis, moi, je reste dans telle ville, puis je vais essayer une Volkswagen e-Golf. Et là, ça va te mettre en contact avec un bénévole qui a une e-Golf qui va dire, Jeudi soir, Tim Horton au coin de telle rue, puis je vais te la faire essayer. Puis là, tu l'essayes, puis le lendemain, tu retournes là-dessus, puis tu dis, hey, je vais essayer, samedi, je vais essayer une Ioniq. Tu choisis une Ioniq, puis il y a un autre bénévole qui va venir te faire. Fait que là, c'est sur demande, one-on-one. C'est donc bien cool, ça. Ouais, c'est cool. C'est le moment aussi, tu sais, ça peut faire des belles rencontres aussi. Là, un moment donné, tu peux connecter avec le gars, OK, t'as acheté ça, pourquoi, comment, c'est quoi tes limitations, ça a l'air de quoi tes affaires. Il y a 4-5 ans, il y a quelqu'un comme ça qui m'a appelé pour essayer une voiture, puis on s'est
parlé plusieurs fois au téléphone, essayé l'auto, on s'est reparlé. Puis, je veux dire, c'est rendu un chum, là, en fin de semaine. Il vient chez nous, on va souper ensemble, puis c'est rendu un ami, tu sais. Ouais, ben, tu sais, t'as des valeurs communes, puis il est devenu communs, bénévole à l'AVEC, parce qu'une fois qu'il a eu son auto, ben, il dit, moi aussi, là, je veux permettre aux gens d'essayer. J'ai profité de ce système-là, au sens positif de la chose, je vais rendre. Mais c'est vraiment cool, ça, parce que, tu sais, c'est un peu stressant, puis, tu sais, on n'achète pas ça tous les jours, là, des voitures, puis là, c'est un changement. Tu sais, moi, je suis vraiment pas un gars de char. Fait que, tu sais, quand je me mets à vouloir magasiner des voitures, c'est clair que j'appelle mon père, mon oncle, tu sais, le monde dans la famille qui sont un petit peu plus manuel, puis je m'en vais voir mon bon vieux garagiste pour qu'il fasse l'inspection, pour qu'il me dise, ouais, ça a du sens ou pas. Là, ça va changer un peu ma façon de faire. Puis, parce que... Tu sais, le char électrique, là, il y a un phénomène que tu n'as pas, c'est que tu as des vendeurs qui ne veulent pas en vendre. Parce que, ils n'en ont pas beaucoup en stock. Fait que si tu en vends un, ils te mettent une liste d'attente. Un vendeur, il faut que tu comprennes que dans un concessionnaire, ils sont payés à la livraison. Fait que s'il te vend une auto puis que tu as sur une liste d'attente de 8 mois, lui, il n'y a pas de paye avant 8 mois. Puis ça se peut que dans 8 mois, tu sais comment ça marche un concessionnaire, il va te rendu dans un autre concessionnaire. Il n'aura jamais eu son argent. Fait que lui, il veut te vendre un char qui est en stock parce qu'il veut que tu le ramasses. Il veut du roulement sur sa cour. C'est normal, c'est comme ça qu'il gagne son pain. C'est pas un reproche, c'est de même que le système marche. C'est ça le modèle. Fait qu'il y en a qui vont te sortir des raisons pour te dire que c'est pas une bonne idée d'acheter l'auto électrique que tu vas acheter, là, puis ils vont te revirer vers un auto à gaz parce que c'est ça qu'ils veulent te vendre. Puis qu'il y en a une dans le cours, justement, elle est disponible là. Tu pars après-midi avec. Exact. Puis je te dirais, tu as aussi l'inverse. T'as l'autre qui en a des modèles, puis qui va te faire croire que ça fait des affaires que ça fait pas pour que tu apprennes puis que tu partes avec. L'avantage d'avoir quelqu'un de neutre comme un bénévole de l'AVEC, il va te dire ce que tu n'as pas le goût d'entendre, peut-être, parce qu'il va te dire la vérité. Non, ça fait pas ce que tu. Il n'y a pas des ailes, puis ça passe pas au fleuve en volant. Exact. Mais en même temps, ce que ça fait de bon, il va te le dire, ce que ça fait de bon. Fait que là, tu as vraiment là, juste de quelqu'un qui l'utilise à tous les jours pour aller travailler. Pas quelqu'un que... Parce qu'il y a bien du monde qui l'ont dans leur garage, puis ils l'ont essayé une ou deux fois. Il y a eu les specs qu'il a fait, Mais vivre avec, c'est une autre affaire. Là, tu parles avec des gens qui l'utilisent. Ben, offrez-vous ça, le service, mettons, là, je regarde là, peut-être dans l'usager ou des trucs comme ça, puis j'ai juste besoin de parler à quelqu'un de OK, j'aurais tel type de modèle, puis je veux pas un commitment, là, je veux pas quelqu'un qui me le certifie, je veux juste quelqu'un qui me dit finalement, ce deal-là, il est pas pire, touche pas à ça. Là, la L de la batterie, c'est trop bas, ça marchera pas pour toi. On l'offre de façon, je te dirais, un peu de différentes façons. Sur notre site, on a des forums de discussion thématiques par modèle d'auto ou par sujet lié à l'électromobilité. Tu vas dire, moi, je me cherche tu vas pas dans un forum pour un modèle parce que tu sais pas encore quel modèle tu veux. Il y a des forums plus généraux. Tu vas dire, regarde, j'ai une famille, j'ai 2, 3 enfants. Voici mes déplacements atypiques. Puis là, tu vas avoir des gens qui vont venir t'aider, qui vont te donner des conseils. Puis après ça, quand tu commences à te resserrer, tu dis c'est un peu plus. Je regarderai ça. La Ioniq, là, tu peux aller dans le forum d'Ioniq. Puis là, il y en a qui ont des familles. Puis il y a plein de monde qui vont venir. C'est là où je suis jaloux. Il a dit, tu sais, j'ai une famille, 2, 3 enfants. 4, moi, j'ai 4. Puis le forum, probablement, qu'on me répondrait, désolé, je peux pas t'aider, bébé. Y en a-tu des vannes? Ben, c'était un peu ma prochaine question. En fait, il y a la Pacifica. Ouais, il y a une Pacifica hybride branchable. Que je n'achèterai pas parce que le prix est très cher. Puis je pense que j'ai pas confiance. Faudrait que tu vendes un enfant qui est rendu là. Je tomberais à 3 enfants, fait que je pourrais m'acheter. Il y a le Mitsubishi Outlander aussi. Ah ouais, pour vrai. Tu vois. PHEV. Mais en fait, tu sais, comme j'ai dit tantôt, les batteries étaient petites il y a de cela pas très longtemps. Tu es obligé de mettre des petites autos si on voulait faire au moins 100 km. Maintenant que la technologie évolue super vite, là, c'est la prochaine étape. Là, on arrive dans les véhicules plus gros, les SUV puis les camionnettes. 2020, 21, 22, là, c'est ça qui va... On devrait voir ça apparaître. Ouais, c'est ça. Ça commence, puis tous les manufacturiers en annoncent parce qu'ils savent que quand tu as une famille puis que tu as des déplacements avec une famille, c'est intéressant d'être capable de le rouler. Puis la plupart, les PHEV, c'est un bon compromis aussi parce que c'est un véhicule plus gros, donc tu peux prendre pour faire des sorties plus grandes. Mais un véhicule qui aurait 50-80 km d'autonomie tout électrique, puis 550-600 avec l'essence, ben ça te permet probablement d'aller travailler toute la semaine sans mettre une goutte d'essence. Puis d'aller en camping ou je sais pas où tu veux aller la fin de semaine avec des plus grandes distances. Là, tu brûles l'essence, mais ta journée de camping, ton aller, ton retour, puis tu as de l'espace, mais le reste du temps, tu roules, même si le véhicule est plus gros, donc qui devrait être plus énergivore, au moins au quotidien, tu brûles pas du gaz, tu brûles l'électricité. Est-ce qu'il y a une question qui vient avec ça? Après ça, vas-y, man, elle va être bonne ta question. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi, tu sais, quand on a un gros véhicule, oui, c'est pour la famille, pour le transport, tout ça, mais il y a aussi comme la capacité de remorquage. Mais là, ils sont-ils confrontés à ça ou
Ça, c'est le gars qui a une tente roulotte qui parle. C'est ça, l'affaire. Les gars de camping, hein? Ou des roulottes, ou des... C'est correct, Julien. Je vais acheter un char électrique, mais j'ai un Baja. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Premièrement, j'étais un peu bizarre. C'est un Baja? C'est un genre de gros... Doom buggy, genre. Un gros cigar boat avec 2 moteurs, puis qui dépense comme 100$ de gaz pour 10 minutes. Anyway. Il y a effectivement pas beaucoup de véhicules. Premièrement, c'est beaucoup des petits véhicules, les véhicules électriques jusqu'à date. En tout cas, là, ça commence à grossir. Il n'y a pas encore beaucoup de véhicules avec des capacités de remorquage intéressante. Quelqu'un voudrait tirer une roulotte, mettons, quelque chose du genre. Mais ça s'en vient. C'est aussi la prochaine... C'est sûr, tu as la Tesla X qui permet de le faire, mais là on est comme... Faire un rein, man. Un enfant. On est bien... mais il y en a qui... C'est un choix. Exact. Il y en a qui n'ont pas 4 enfants, mais qui ont une Tesla X. Il y en a un, mais ils peuvent tirer leur roulotte avec leur char électrique. Humain, ça coûte plus cher 4 enfants qu'une Tesla X. Mais tu vois, je savais même pas, même au plan de l'ingénierie, ça doit être assez compliqué aussi de faire en sorte que tu peux remorquer avec un moteur électrique. Non, c'est quand même, ça peut quand même être assez fort, mais il faut comprendre que un moteur électrique, tout comme un moteur à essence, plus ça force, plus ça consomme. Puis étant donné qu'on est encore dans des autonomies qui sont pas astronomiques, on n'a comme pas une marge de manœuvre pour pouvoir se permettre de consommer trop. Puis quand tu consommes beaucoup, c'est quand tu tires des grosses charges. Quand tu tires des grosses charges, surtout pour le récréatif, c'est quand tu t'en vas en camping, tu as des distances à parcourir. Fait que là, t'as comme un... Là, faut que tu tires des grosses charges pendant longtemps. Fait que là, puis l'infrastructure de recharge est en train de se construire. Les véhicules vont se charger de plus en plus rapidement puis vont avoir de plus en plus d'autonomie, mais on est encore dans quelque chose qui est, comme je dis depuis tantôt, il y a 8 ans, ça débutait là. C'est là, moi, que je réagis parce que moi aussi, j'étais un peu geek, c'est barre sur bien des affaires. Puis quand je commence à magasiner du stock, je suis le genre de gars qui m'informe, qui regarde, puis là, qui se dit, le prochain modèle va sortir, puis là, je vais attendre, puis il se renouvelle à tel cycle. Fait que là, mettons, je décide de m'acheter whatever, la Ioniq ou la Bolt, ou peu importe. Mais là, il y a le modèle 2020 qui s'en vient, puis là, il y a le modèle 2021. Puis là, je vais attendre parce que peut-être que le modèle 2021 va faire n'importe quoi, 30 km de plus d'autonomie. Ou je sais ça se peut. Parce que justement, la pile au graphite, truc va sortir. Limite, là, mais tu sais, je veux dire, la technologie est en mode, elle explose en ce moment sur cet aspect-là. Fait qu'à chaque année, il y a souvent des pas de géants. Ouais, t'as raison. Comment tu fais pour... branche-toi bodé. Vas-y, là, saute dans parade. C'est le même défi il y a quelques années quand on s'achetait un ordinateur. On disait, je l'achèterais pas. Ça le Pentium, le truc va sortir. Exactement. Mais à un moment donné, tu dis, ça fait 2 ans que je dis ça, puis là, je suis rendu avec un enfant qui avance plus. Puis, dans le cas de l'auto électrique, souvent, ce qu'on fait là, dans des événements, on a toujours une couple de maniaques de chiffres là, qui arrivent, on a des chiffriers, puis on a des tableaux sur notre site web, vous pouvez y aller, là, des comparateurs, tu dis ce que tu as comme auto, le prix que ça vaut, les paiements, puis ça compare. Si au lieu de prendre ça, je prenais cette voiture-là qui est électrique à la place, ça me coûterait-tu plus cher, moins cher, sur 3 ans, 5 ans, 7 ans? Souvent, ce qu'on se rend compte, là, c'est que d'attendre, mettons, 3 ans pour avoir un modèle plus performant, on est capable de te dire, voici ce que ça va te coûter d'attendre 3 ans, parce que ça va te coûter de quoi? Ça va coûter, mettons, 3 fois 2000$ de plus. Des features plus chères, puis ça attendait 3 ans. On en convient. Mais le fait d'attendre 3 ans, c'est des économies d'essence que tu fais pas pendant 3 ans. Mettons qu'on te donne le chiffre. On ne pense pas le voir à l'inverse comme ça. Non, parce qu'on pense pas que c'est ça, parce qu'on part avec le principe qu'un auto électrique, c'est plus cher, parce qu'on regarde juste le prix de l'auto, on regarde pas les économies d'essence. Un auto électrique, ça coûte plus cher à l'achat, beaucoup moins cher à l'utilisation. Fait qu'à un moment donné, les gains d'utilisation viennent compenser le plus cher de l'achat. Le nerf de la guerre, c'est combien de temps ça va me prendre. Ouais. Si tu fais 5000 km par année, ça va être trop long. Tu comprends? C'est où à peu près le règle du pouce, là? Le kilométrage qu'il faut que tu fasses pour commencer à... Rule of thumb, ça dépend du modèle, ça dépend de plein de facteurs. Les chiffres que je peux te donner par cœur, parce que je les connais plus, là, à 1,30$ l'essence, à 20 000 km par année, une Nissan Leaf, comparé à une voiture équivalente, là, une Toyota, il me semble que c'est Corolla. Non, Corolla, c'est 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'en 3 ans et demi, au bout de 3 ans et demi, tu as économisé en essence le surplus que tu vas mettre de paiement dû au fait qu'elle est électrique. Fait qu'après ton 3 ans et demi, c'est de l'argent dans tes poches. Avant la subvention fédérale, c'était un peu plus long. C'était à 4 ans et demi. Là, on a, avec la subvention, on vient de regagner encore. Ça vient de rentrer encore plus vite. Mettons, vu que moi, je consomme un peu moins que 20 000... j'utilise un petit peu moins que 20 000 Ça va être un peu plus long. Fait que ça va être, mettons, à 1,30$, puis là, le prix de l'essence... Mais tu gardes tes autos longtemps, toi, t'as dit. Fait que t'as le temps d'aller les chercher. Tu veux ça, d'aller chercher, c'est plus long. Fait qu'au lieu de prendre 3 ans et demi, mettons, ça prend 6, mettons. 6, mais tu gardes l'auto pendant 10 ans, mettons, ben t'as un 4 ans que tu fais de l'argent. Parce que
une auto payée, là, une auto à gaz payée, tu vas quand même mettre 2000$ de gaz. Tu sais, à 20 000 km par année, là, tu mets 2400$ de gaz à 1,20 le litre. Ouais. Fait que tu vas quand même sauver 2500$ ou 2400$ par année pendant 3 ans. Même si l'auto est payée, il n'y a plus de paiement d'auto, ton auto en gaz, tu vas le payer encore, ce 2000$. Ça, là, c'est presque le montant des REER pour payer les études de tes enfants. C'est 2005 par année. C'est ça, c'est pas con, c'est pas con. Non, mais dans le fond, tu réponds à ma question. En fait, l'axe que tu amènes, je te demandais initialement, la peur de manquer le prochain modèle cool, va-tu avoir un gap tellement significatif que là, c'est qu'il faut que je l'attende? Parce que puis ton exemple est parfait, là, c'était ça dans le temps avec les ordi. Puis c'est encore ça. Mais si ta question, c'est est-ce qu'ils vont être plus hot dans 2-3 ans? Là, c'est sûr, oui, parce que là, à un moment donné, ça va ralentir un peu. Quand les autos vont toutes faire 600-700 km avec une batterie, là, c'est plus un problème. On ne mettra plus des batteries que tu peux faire 2000 km. Ça va prendre 3 jours à la charger. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Fait qu'on va atteindre une certaine stabilité, mais on n'est pas là. Là, on est encore là, c'est des marches. 2 ans, 2 ans et demi assez stable, puis tu pognes une grosse marche. On vient d'en pogner une grosse marche. Là. On a passé voiture aux alentours. Ça le rassure. On vient de pogner une grosse marche. Là, mais ça, tu vas t'acheter un char l'année prochaine, finalement, il n'y aura plus de roues. Ils vont voler. Ouais, là, fuck. Là, c'est les voitures, là, c'est une voiture neuve, là, il y a des plus petits modèles, mais je te dirais qu'il y a une tendance de voiture entre 3 et 400. C'est cool, là, 400. Je veux dire, là, c'est aller à Québec, puis rester là, passer ta journée, charger, revenir, puis il n'y a pas de problème. Là. Tout à fait. Cool. Ah, mais faut que j'arrête de te parler, tu vas me faire dépenser. Sinon, c'est cool. Même que moi, ça me remet en question sur aussi... tu sais, je rigolais avec le fait que je peux pas vraiment avoir de voiture électrique pour l'instant. Puis tu sais, je réfléchissais parce que là, présentement, tu sais, ma blonde est beaucoup à la maison, il y a moins de déplacements. Moi, je travaille, moi, j'ai un vieux Accord 2003. Tu sais, c'est vraiment... Mais il est payé. Tu sais, c'est toujours séduisant là, de se promener avec un char payé. Puis on fait pas beaucoup de millage non plus. Avec la deuxième voiture, presque pas. Mais je me dis en même temps, tu sais, là, je suis déjà en train de réfléchir à la dévaluation de ma fourgonnette. Ouais. Puis, tu sais, tu me dis, dans pas si long, il va y avoir des modèles plus de choix pour des 7 places. Fait que, tu sais, c'est intéressant, pareil. Là, ce que ça me dit, c'est que Dans 2-3 ans, tu vas être là. On commence à économiser tout de suite. Le marché s'en va là, définitivement. Puis l'étape aussi qui vient, c'est vraiment les camions, là, l'équivalent d'un F-150 puis tout ça, là, parce que c'est des véhicules qui travaillent souvent sur la route beaucoup, qui gaspillent beaucoup de gaz. Fait que là, il y a des grosses économies d'énergie à faire à utiliser des véhicules électriques pour le transport de marchandises, entre autres. Tu sais, un camion, il y a un magasin de meubles qui a acheté dernièrement un véhicule électrique, en fait, un camion de livraison pour les meubles, qui est électrique. Mais ce camion-là, il quitte l'entrepôt le matin à 7 heures, puis il revient à l'heure du souper. Puis toute la journée, il est sur la route. Il faut qu'il ride. Il ride. Mais les autres, là, c'est de l'essence. Là. Dans une année, quand tu regardes ce camion-là, ce qu'il a coûté en essence, là, tu te rends compte que c'est pas un salaire qui coûte cher. Là. Fait que de sauver l'essence d'un camion comme ça, qui passe toute la nuit dans le garage, après ça, se recharger, c'est pas un problème. Là. Le business case, il est bon. Là. C'est pas 24 sur 24. À l'heure du souper, le camion, il rentre dans l'entrepôt, il se plug. Puis là, tu as des employés la nuit qui chargent le camion avec les meubles qui vont être livrés le lendemain. Puis le lendemain matin, tu le déplugues puis tu pars. Il y a quelqu'un, à un moment donné, je me rappelle plus qui, mais la dame a passé à Tout le monde en parle en disant, tu sais, jetez pas tous vos chars non plus parce que, tu sais, au niveau de l'empreinte écologique, de fabriquer un char électrique, ça coûte à la planète plus cher. Mais c'est quoi? C'est-tu vrai, pas vrai? Là, tu penses, c'est la dame de Polytechnique là, dont tu parles. Oui, je la connais. Une petite émotion. En fait, je pense qu'elle et moi, on dit essentiellement la même affaire, mais dans cette émission-là, de la façon dont ça a sorti, ce que les gens ont retenu, c'est ce que tu dis. C'est un peu radical. Oui. En fait... c'est polluant, faire des chars électriques. Fabriquer, partons du principe suivant, fabriquer un véhicule, c'est polluant, c'est plus économique de ne pas en fabriquer. Fait que si tu as le choix de pas acheter d'auto... toujours te promener en longboard, Mathieu, nous autres, on est l'Association des véhicules électriques du Québec, puis on dit aux gens, si t'as pas besoin de toi, achète-en pas. C'était mieux une paire de running shoes, c'est mieux qu'une auto électrique. Si c'est correct pour aller travailler, prends les running shoes. C'est malade parce que tu marches pas
à l'électricité, tu marches au truc biodégradable. Tu consommes des légumes puis de la bouffe puis tu transformes ça en énergie pour bouger. Là. C'est encore mieux. Fait qu'elle, ce qu'elle voulait dire, c'est si demain matin, on décide on fait tout un geste écologique, on jette notre auto à gaz puis on s'achète un auto électrique, ça en soi, ça vaut rien. Ben, c'est sûr que si tout le monde... si t'as pas d'auto puis t'as pas le choix de t'en acheter une, t'es mieux de rouler avec un auto électrique qu'avec un auto à essence. Et ça, pas dans Tout le monde en parle, mais dans d'autres entrevues, elle l'a bien expliqué. Là, Tout le monde en parle comme ça disait, non, c'est pas un bon move de prendre une voiture électrique. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est voiture pour voiture, là, si t'en as pas besoin, prends-en pas. Ouais. Maintenant, à la sortie de l'usine, la voiture électrique a une empreinte écologique légèrement plus importante qu'une voiture à essence due à la fabrication de la batterie. Okay? Sauf qu'une voiture à essence pollue tellement à chaque minute qu'elle roule que ça sera pas long qu'elle va venir rejoindre l'empreinte écologique de la voiture électrique. Puis la dépasser. Ouais. Donc, tout dépendant de comment l'électricité... En fait, ce qui va changer, c'est de où dans le monde la voiture est utilisée, donc comment propre est l'électricité qu'on utilise. Plus l'électricité est propre, plus l'empreinte va être petite. Là. Exactement. Donc, une voiture électrique au Québec qui roule avec de l'électricité propre, a une empreinte écologique beaucoup moins grande dans tout son cycle de vie. Donc, je la fabrique, je la sors de l'usine, je l'utilise pendant, mettons, 10 ans. Je la détruis. Puis je la détruis, et je recycle, parce que dans le cas de la batterie, elle se recycle à 97%. Là, on la recycle. Son empreinte, elle va être beaucoup moins grande sur tout son cycle de vie, si on y a mis de l'hydroélectricité pour la nourrir plutôt que du charbon. Bon, mais c'est sûr que si tu sors une voiture électrique, par exemple une Volt, puis tu sors une Cruise, qui est essentiellement la même auto en termes de motorisation, en tout cas de style d'auto, là, puis à la sortie de l'usine, t'es scrap tous les deux, l'auto électrique, c'est triste parce que tu as une empreinte écologique plus grande, puis tu n'as pas laissé le temps de rattraper. Exactement. Ouais. Mais au Québec, tu fais quoi, 30 000 km, en 20-30 000 km, puis tu as rattrapé. Fait que mettons que tu... 30 000 pour moi, c'est 3 ans, tu sais. Mais pour plein de gens, c'est un an et demi. Ouais. Fait que ça va quand même assez vite. Mais c'est un peu ça qu'elle voulait dire, la madame. Ça veut dire qu'on veut pas transformer ça en voiture big. T'sais. On veut pas prendre des chars et les changer parce que... Non, mais je me doutais aussi un peu, mais l'idée, c'était... Je trouve... La question se pose, c'est intéressant. De nuancer ça, puis tu sais, parce qu'il y a aussi, tu sais, on a été beaucoup sur l'aspect économique puis tout ça, mais puis c'est séduisant, là, tu sais, que ça coûte moins cher, puis ça revient dans nos poches puis tout ça, mais il y a aussi l'aspect environnemental, fait que tu sais, de se poser la question, ça coûte plus cher juste de remettre ça en perspective. Là, fait que non, mais il faut le faire, puis nous, les premiers, on le dit, là. Fait que si toi, t'as pas d'auto, mais juste pour faire tu dis, hey, je vais être écologique, je vais m'acheter. Non, si tu n'en avais pas besoin avant, tu n'en as pas plus besoin, c'est plus écologique de ne pas en acheter. Mais si tu n'as pas le choix d'avoir un véhicule, puis que tu peux pas prendre le transport en commun, ce qui sera encore mieux, le transport en commun électrique, parce que ça aussi, ça commence, ça s'en vient. Laval a des autobus 100% électriques. Si tu n'as pas le choix d'avoir un véhicule pour rouler en solo, parce que ton rythme de vie t'oblige à ça, t'es mieux de le prendre électrique que de le prendre à essence, ça c'est certain, puis c'est vrai partout dans le monde. C'est même vrai aux États-Unis, là où l'électricité est plus sale, sauf que ça va leur prendre plus de temps à la rentabiliser que nous autres, c'est tout. Super intéressant, fait que Et-tu donne le goût, hein? Quelle couleur tu vas prendre, ta Tesla? Pour vrai, quand, tu sais, c'est un peu un running gag, au moment où Elon Musk, propriétaire en tout cas, actionnaire majoritaire et propriétaire ont lancé le modèle 3. Je travaillais dans le domaine de la pub à ce moment-là. Puis on avait des grosses difficultés à envoyer des courriels massifs. Je n'aurai pas trop de détails, mais ça peut être compliqué d'envoyer des courriels au Québec actuellement. Peu importe pourquoi. Puis dans la même semaine, Elon Musk a, à travers... SpaceX envoyé une fusée, la première fusée, puis qui a fait atterrir au milieu du Pacifique la fusée réutilisable, puis fait son speech pour la Model 3, puis qui a vendu 100 millions ou je sais plus combien de... Puis, je nous comparais, là, nous autres, on avait de la misère à envoyer des mails, puis lui, il faisait décoller, atterrir une fusée, puis lancer un char électrique pour 100 millions, bref. Mais à ce moment-là, pour vrai, je m'étais dit, de la merde, coup de tête, je me mets sur la liste d'attente. Je dépose 1000 $, je pense, pour être sur la liste d'attente. Puis, tu sais, à ce moment-là, c'était hyper populaire. À la limite, c'était spéculatif. Ça engage à rien. Le pire qui peut arriver, c'était que Tesla fasse faillite. Là, tu perds ton 1000 $. C'est dommage. Sinon, quand ça arrive ton tour d'acheter, tu as le choix de
dire finalement je skip, reprendre mon 1000$ ou revendre ta place à la liste d'attente, qui est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Bref, je ne l'ai pas fait. Mais ça me donne le goût. Là. Je savais qu'il ne fallait pas que je vienne ici ce soir. C'est intéressant, on pourrait en parler longtemps. Oui, mais je pense que ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que c'est effectivement des types de véhicules qui sont viables pour des familles. Encore plus dans les cas où c'est des familles avec 2 voitures, il y a assurément, là, en tout cas... Il y a un business case. Il y a un business case, c'est assez grand la proportion que c'est sûr que ça marcherait. Il faut prendre le temps de bien se renseigner, il faut parler à des gens qui connaissent ça, il faut essayer, se faire une idée, puis avoir de l'information, une information qui est juste sur ce que fait le véhicule puis fait pas le véhicule. Il faut savoir que si on achète un véhicule qui a 200 km d'autonomie, mais quand il fait froid l'hiver, on n'aura pas 200 km d'autonomie. Fait que si on y va, puis là, je prends des chiffres plus réalistes, on s'achète une voiture qui a 120 km d'autonomie, mais qu'on a besoin de 80-90 sur une base journalière, mais une journée qui fait très froid, ça se peut que tu sois obligé d'arrêter de charger pour revenir chez vous. C'est pas la fin du monde, mais il faut que tu le saches. Toi, tu t'es dit, là, on m'avait dit 120. Ben oui, ça perd de l'autonomie l'hiver, un véhicule électrique. Faut qu'on te l'ait donné, cette information-là, pour pas que tu sois déçu. Je pense que c'est plus ça. Mettons, là, tu roules. Puis là, tu as ton gauge à électricité. Tu vois combien il reste, comment il te reste j'imagine que tu le dises en distance, tu le donnes en... Ouais, tu l'as en pourcentage de batterie, puis tu l'as en kilomètres estimé, en fait. Là, tu te rends compte que tu es à, 50 km de chez toi, puis il t'en reste 22. Ouais. Puis ça équivaut à 5% de batterie, je sais pas, peu importe. Puis là, tu fais quoi? Tu vas sonner chez ma tante Ginette avec ton câble, puis tu dis, excusez, madame, je suis vraiment dans la merde, m'a vous donner 20$, m'a me connecter dans le mur pendant une heure. En fait, tu peux lui donner 2$ parce que c'est à peu près ça que ça va coûter. Ouais. Une bouteille de vin, c'est bien en masse, un vin cheap même. Mais non, ce que tu fais, c'est que si tu n'as pas tapé dans le GPS où tu t'en allais avant, là, parce que ça, c'est un autre business case, mais mettons que tu dis, bon, je pensais que je me rendais, il me reste 50 km à faire, puis j'ai 20 km d'autonomie, je fais quoi? Dans le tableau de bord du véhicule, tu as un GPS, puis tu vois les bornes de recharge où ils sont. Puis si tu avais dit où tu t'en allais, il te l'aurait dit avant de partir que tu te rendais pas. Puis il va te dire, mais mettons que tu te rendais, mais que tu as fait des détours pas prévus, il va te dire, avec les détours, là, tu te rendras plus où tu voulais aller. Je te suggère d'arrêter là ou d'arrêter. Est-ce que je te guide jusqu'à la borne la plus proche? Tu te promènes à Montréal, il y a plein de cônes oranges. Arrête donc là, buddy, parce que tu te rendras pas jusqu'à mais s'il y a bien vous. des cônes oranges puis que tu n'avances pas, tu n'oublies pas qu'un auto électrique, tu ne dépenses pas. Moi, dans le trafic, là, s'il y a bien du trafic à Montréal, là, je peux rester là pendant 3 jours puis ça me fatigue pas. Faut juste que tu baisses le son de la radio. Ouais, non, ça me blague. Écoute pas les imperturbables. Hey, je te remercie. Pour vrai, tu me donnes le goût. Merci beaucoup. On est allé dans tous les sens. Ouais. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné énormément d'informations. Puis clairement, tu connais ton dossier assez sur le bout des doigts. Là. Je pense qu'on pourrait on t'a pas collé bien souvent, je pense. Là. Non, là, vous avez été fin. Il y en a des pays comme ça. Maintenant, on sait que l'avenir est à l'hydrogène. C'est ça. Elle est rendue où la pile à combustible? Qu'est-ce qui est arrivé avec l'hydrogène? On a entendu parler une fois, puis après ça, plus jamais. Mais ça sera pas l'objet d'un autre podcast. Oui, je pourrais t'en parler longtemps, l'hydrogène, si tu veux, on en reparlera. C'était une belle bulle aux début 2000. Là, mais ça existe encore. Le gouvernement vient d'en acheter 50 voitures hydrogène. C'est pas un peu dangereux, l'hydrogène? Ça fait comme un peu une réaction en chaîne quand ça explose. Oui, ça explose solide. En fait, les réservoirs d'hydrogène sont relativement sécuritaires, mais effectivement, c'est un gaz très, très... dur à contenir. Très explosif, dur à contenir. Ouais. C'est pas nécessairement une bonne idée. Surtout quand tu faisais l'électrolyse de l'eau en physique de secondaire 4, l'électrolyse de l'eau. Je pense que je t'en retenu. Okay. Tu pognes le H, tu pognes le O de H2O, tu mettais le H dans une petite éprouvette, puis là, tu mettais une allumette au-dessus, puis là, ça faisait... C'est ça. C'est ça. Je te remercie vraiment beaucoup, Martin, de toute l'information. C'est vraiment cool. Juste, puis je suis pas mal dans notre top 5 top 3 même des podcasts les plus éducatifs qu'on a réussi à faire. Et Pelaï, c'est quoi les deux autres? Il va falloir qu'on cherche longtemps. OK, on va te mettre à 1. Mention spéciale. Peux-tu nous rappeler juste un peu ton show? Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu nous as donné un aperçu du genre d'informations qu'on a, mais je pense que chaque épisode est beaucoup plus spécialisé que ça. Là. En fait, c'est rare qu'on va dans toutes les directions comme ça. C'est plus dans des conférences. Dans toutes les non, mais on touche tous les aspects, c'est ce que je devrais dire. Dans des conférences, c'est plus comme ça. Mais c'est ça. Donc, notre show, ça va vraiment plus être un thème. On va parler une journée, mettons, de tel modèle de véhicule. Et là, on va avoir avec nous autres pour en parler des propriétaires de ce véhicule-là qui vont nous dire, souvent, quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, moi, je m'arrange là, pour avoir là, dans les premières semaines là, où ils commencent à être distribués, des gens qui viennent nous en parler, qui l'ont depuis une semaine ou deux. Puis
Puis souvent, en plus, maintenant, je suis capable d'avoir des gens qui achètent cette auto-là, mais qui en avaient un autre auto électrique avant. Puis on est capable de comparer comparativement à ma Leaf, mon Hyundai Kona électrique, il y a telle affaire qui est plus cool. Par contre, j'aimais mieux tel autre aspect. Tu comprends? Ils sont capables de faire Fait que ça donne une bonne idée aux gens. Puis d'autres fois, ça va être des gens qui vont travailler pour une compagnie qui fabrique des bornes, qui nous expliquent un peu leur borne de recharge, qu'est-ce qu'elle a de particulier depuis quand que la compagnie existe. Donc, c'est vraiment, on prend un sujet puis on essaie de le creuser. Puis ton show s'appelle comment déjà? Silence, on roule. Disponible partout là, si vous tapez ça sur Bravo iTunes. pour le titre. C'est cool. C'est cool. J'aime ça. Puis si, c'est ça, si les gens ils veulent se nourrir un petit peu plus sur le domaine des voitures électriques, tout ça, ils peuvent t'écouter. Oui, ils peuvent m'écouter un épisode aux 2 semaines. Puis pour les abonnés, il y a des épisodes hors série de temps en temps qui sortent avec des entrevues un peu plus longues ou des sujets un peu différents. Puis aussi, ils peuvent évidemment aller sur le site de l'AVEC, là, aveq.ca. Là, c'est vraiment comme la référence, on va avoir toute l'info. Il y a des guides d'achat. C'est quelqu'un qui veut commencer à magasiner, mais qui ne sait pas par quel bout de pogner ça. Là, on lui donne toute l'information sur ce qu'il doit regarder, à quoi il doit faire attention. As-tu écrit à Michaud de RPM? J'ai jasé souvent avec lui, mais j'ai jamais écrit, non, pas. Je sais pas, il me semble que je vais j'ai un de mes collègues, Daniel Breton, qui maintenant a des chroniques à RPM de voitures électriques. Là. C'est Daniel Breton, l'ancien ministre de l'Environnement, qui est un expert en véhicules électriques, puis il fait une bonne job. Ça rééquilibre un peu les affaires. Oui, c'est ça, c'est bon. Ça prend quelqu'un qui connaît ça, parce que souvent, il y a des très bons chroniqueurs automobiles, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans les voitures électriques, et souvent, ils vont donner des informations un peu boiteuses qui témoignent d'une incompréhension de comment fonctionne un véhicule électrique. Ça, souvent, c'est déplorable parce que ces gens-là ont quand même beaucoup d'écoute, une tribune, puis les gens prennent tout ce qu'ils disent comme du cash. C'est ça. Fait que, mettons, moi, je suis newbie là-dedans, mais moi, quand un chroniqueur dit ceci est bien ou ceci est mal, je prends ça pour du cash, puis ça devient la vérité absolue. Je pense que généralement, ils ont raison, sauf que dans le domaine des voitures électriques, souvent, ils font des comparaisons un peu boiteuses. Ils commencent à en avoir des meilleures, là, mais disons que c'était longtemps un peu pénible. Fait que si vous voulez la bonne information, écoutez Silence, on roule. Je pense que c'est ça la conclusion. Mais merci beaucoup, c'est vraiment cool. Oui, ça a été bien fin, très intéressant. On était dans ton studio aujourd'hui, puis on est tous un peu jaloux là, que tu as une pièce dédiée à ça. Là. Moi, ce que je comprends... Tu vas acheter une Tesla puis tu vas avoir un studio à l'intérieur de ta comme c'est super bien isolé, ça serait écœurant. Mais en fait, ce que je pensais plutôt, c'est m'acheter une Tesla puis économiser tellement sur l'essence que je vais pouvoir m'acheter une plus grosse maison. Je pense que ça sera pas possible. Hein? On fera le business case après le show. J'ai une heure de route avec. Merci Martin. C'est bon. Merci. On remet ça. Ciao. Bye. Hors série.